Papa Lioune, Dieng, bonjour et merci de nous avoir accordé de ton temps ici sur la foire aux questions dans le cadre de la préparation de ton prochain film, Ejo Tai. Alors, moi j'aimerais déjà savoir, parce que j'entends du Kinyarwanda, j'entends du Wolof, Ejo Tai, qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. C'est une manière, je te remercie d'abord de m'avoir invité, et c'est une manière de vouloir dire en même temps hier, aujourd'hui et demain, une histoire sénégalo-rwandaise. Et à travers ce jeu de mots, de ces deux langues, le Kinyarwanda pour Ejo, qui veut dire en même temps, de temps en temps, hier et demain, et en même temps, Tei en Wolof, qui veut dire aujourd'hui. Et le sous-titre, c'est Teranga au pays des mille collines. Wow. Parce qu'on appelle le Sénégal le pays de la Teranga et le Rwanda le pays des mille collines. Teranga au pays des mille collines. Comment est-ce qu'on en arrive à faire un lien pareil? D'abord, je pense que c'est... Je vais te raconter une petite histoire. Le premier jour où j'arrive ici, c'était un vendredi. Et le samedi matin, j'étais sorti pour trouver une boutique. Et là, j'ai demandé à des policiers ce qui se passait, pourquoi je ne trouvais pas de boutique. Et ils m'avaient répondu en Kinyarwanda, en me disant pourquoi tu ne faisais pas le Muganda. Et j'ai dû sortir mon passeport pour lui dire que moi, je ne comprenais pas ce que tu dis. Et là, il a été surpris en disant à son collègue, mais il n'est pas rwandais. Donc en rentrant, je me suis dit, mais comment un pays si loin, j'arrive le premier jour, on me prend pour un Rwandais. Et c'est ainsi que j'ai compris qu'il y avait quelque chose entre les ressemblances physiques, malgré la grande distance. Et de fil en aiguille. Et de fil en aiguille, on en arrive à la Teranga au pays des mille collines. Alors, j'ai cru comprendre que tu as été photographe, oui, assistant réalisateur, oui, maintenant réalisateur, oui, une longue carrière qui te pousse aujourd'hui à faire un lien. Et j'ai cru comprendre que ce lien Ejo Tai, donc hier, aujourd'hui et demain, donc ces relations entre le Rwanda et le Sénégal n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y a des liens historiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus sans dévoiler forcément tout le contenu du film? Bien évidemment. Ouais. Lors du génocide de 1973 déjà, oui, une grande majeure partie de Rwandais vont venir étudier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est vraiment un des tout premiers liens. Et ainsi de suite, après celui de 1994, dans la force onusienne, il y avait un contingent sénégalais. Et ils se sont illustrés ici, dont le plus célèbre, Mbaye Diagne. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont là aussi, rwandais, sénégalais vivant ici, travaillant ici. Tout comme il y a encore des étudiants à la faculté de médecine, surtout à Dakar, et une forte colonie rwandaise de plus en plus. Intéressant, parce que, et d'ailleurs, il y a une autre anecdote, c'est que hier soir, quand on s'est rencontrés à ton hôtel, je t'ai dit, j'espère que le capitaine Mbaye Diagne, auquel nous rendons hommage, bien évidemment, est mentionné dans ton film. Et tu m'as dit, c'est très intéressant parce que tout le monde pense que les relations entre le Rwanda et le Sénégal se limitent au capitaine Mbaye Diagne. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet aspect? Exactement. Par exemple, au-delà de Mbaye Diagne, par exemple, le capitaine Dallaire, qui était, le général Dallaire plutôt, excusez-moi, qui était le commandant de la force de la Minoire, tout son entourage était sénégalais. Son aide de camp, c'était un capitaine, Babacar Faye. Aujourd'hui, il est colonel. Il y avait aussi le colonel Hatch. Et évidemment aussi Mbaye Diagne. Donc déjà, à cette époque, il n'était pas le seul. J'ai un ami qui est aussi dans le film. Son père, lui, était à Moulendi. Je lui rends hommage, lui aussi. Voilà, donc... et puis au-delà de ça, il y a, comme je te l'ai dit, cette forte communauté qui, depuis 1973, a étudié au Sénégal et qui continue encore à y étudier. Et vice-versa, aujourd'hui, quand tu regardes au Rwanda, il y a des fonctionnaires onusiens sénégalais qui sont détachés ici, en majeure partie des femmes. Dans le domaine du sport, il vient de quitter Chersa, c'était le directeur technique national du basket rwandais. Et il vient, voilà, pendant 4 ans, il a redressé, on va dire, le basket rwandais. Donc c'est des liens extrêmement forts de plus en plus, mais qui sont assez méconnus, je trouve. Absolument. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre aspect intéressant, c'est que là où je suppose que d'autres auraient privilégié la reconstitution, tu t'es plutôt centré sur les témoignages.
Pourquoi cette approche particulière? Oui, parce que je trouve que pour raconter une histoire réellement, mieux vaut que ce soit les protagonistes, ceux qui l'ont vécu, qui en parlent. Quand j'entends le docteur Émile Ramassi-Rabo me raconter l'université de Dakar en 1973, on peut pas... Il y a que lui éminent docteur du Rwanda. Et voilà, il a fait ses études à la faculté de médecine de Dakar en 1973, oui, avant d'aller en France et après de rejoindre le FPR en Ouganda. Voilà, donc il n'y a que eux qui peuvent expliquer cela. C'est comme les fonctionnaires internationaux que j'ai filmés ici, aussi au Rwanda, qui sont sénégalais. Il n'y a que eux qui pouvaient expliquer leur vraie expérience et ce qui liait nos deux pays. Incroyable. Et tu nous as parlé de cette histoire très intéressante sur le Muganda, ta première sortie. Et aujourd'hui, tu as un film qui fait une grande partie du devoir de mémoire qui nous incombe à tous. Aujourd'hui, lorsque tu regardes le passé du Rwanda, son présent et son futur potentiel, qu'est-ce que cela t'inspire? Je vais paraphraser Boubacar Boris Diop, qui est également un des protagonistes du film, l'éminent écrivain qui a écrit Mourambi, le livre des ossements. Il dit, parce qu'il était là, lui, déjà, dès 1996, je crois. Et dans le film, il dit une chose très intéressante, le Rwanda va beaucoup mieux. Et je pense qu'il ira encore de mieux en mieux. Wow, wow, incroyable. Et avec tout ça, on parlait d'ailleurs avant cette interview des différences justifiées ou non qui peuvent exister entre les Africains. Ouais. Alors pour toi, les Africains tous différents ou tous pareils? Les Occidentaux en général parlent de l'Afrique comme un ensemble. Il n'est pas forcément un ensemble, il y a des Afriques, mais il y a des peuples qui, par les vicissitudes de l'histoire, sont indéniablement liés. Et le Sénégal et le Rwanda en sont. On ne maîtrise toujours pas cette proximité, mais elle est vraiment là et réelle. Malgré la grande distance géographique, il y a des choses qui nous lient fondamentalement. Et c'est intéressant cette histoire de grande distance géographique et des choses qui nous lient, parce que je pense que tu le sais, il y a un débat très présent aujourd'hui dans l'actualité africaine, celui des visas. Aujourd'hui, est-ce que ce film-là n'est pas aussi un petit clin d'œil à nos dirigeants sur l'importance de pouvoir se mouvoir en Afrique en tant qu'Africain? Là aussi, je vais convoquer un des protagonistes du film, M. Fodé Ndiaye, qui a été représentant des Nations Unies ici. Ici à Kigali pendant plusieurs années, très apprécié par les Rwandais. Voilà, oui, exactement. Et il le rend bien, je crois aussi. Il dit il faut faire tomber les frontières. Il en est persuadé. Je le pense aussi, pareillement. Il nous faut nécessairement savoir que notre continent ne peut pas se développer avec nos micro-États. Parce que nous avons hérité de la colonisation, à part quelques gros pays comme l'Algérie, la RDC géographiquement. Mais en général, nos pays sont beaucoup trop petits. Je les appelle des micro-États. Et en nous mettant ensemble, je pense que c'est là d'où peut venir notre développement. Et sur cet aspect-là particulièrement, vous nous parlez beaucoup des témoignages dans le film, vous citez beaucoup les personnes interviewées, et encore une fois, je ne souhaite pas dévoiler tout ce qu'il y a dans le film, mais quelle est la réaction ou le témoignage dans le film qui vous a le plus touché et pourquoi? C'est assez difficile à répondre ça. Par contre, j'ai rencontré un vieil homme à Nyamirambo qui s'appelle Baragay. Il est là depuis 50 ans. Son épouse est rwandaise, ses enfants Sénégalais vivant à Nyamirambo. Vivant à Nyamirambo, quartier populaire de Kigali, historique, qui est là depuis 50 ans. Depuis 50 ans. Oui. Et son épouse est rwandaise. Oui. Ses enfants parlent Kinyarwanda. Et il a pour moi, c'est le plus rwandais des Sénégalais. Et son témoignage, honnêtement, m'avait beaucoup touché parce qu'il te raconte ce qu'était le Rwanda d'avant 1994. Et il vit encore à Nyamirambo, il te raconte ce que c'est aujourd'hui le Rwanda nouveau. Bon, j'ai eu également une petite émotion de filmer une des protagonistes parce qu'elle était ma sœur. Oui, voilà. Absolument. Ouais. Mais
Est-ce qu'il y a un message pour l'intégration? On voit beaucoup de multiculturalisme. Là, vous venez de nous parler d'une belle histoire de ce monsieur Agnan Milambo qui, pour moi, prouve que les cultures peuvent très bien s'intégrer. Est-ce que ce message, ce film, c'est aussi un message pour une meilleure intégration? Je sais qu'on a parlé de la difficulté de pouvoir aller d'un endroit à l'autre en Afrique, mais est-ce que vous avez un message pour l'intégration africaine aujourd'hui à travers ce film? Elle est une nécessité. L'intégration africaine est une nécessité. Voilà, tu parles si bien de ces problèmes de déplacement sur le continent, mais quand tu te rends compte que les pères fondateurs de nos États ont créé Air Afrique avant l'Union africaine, c'est quand même extraordinaire. Et il nous faut encore tendre à des choses pareilles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on avait une compagnie commune, on n'aurait pas ces problèmes qu'on soulève en voyageant sur le continent. Donc c'est à travers ça aussi, oui, pour moi, le Rwanda et le Sénégal, de par leur modèle différent, peuvent apporter énormément de choses au continent. Et avec ça, quel débat concret souhaitez-vous que Ejotaï soulève en Afrique? Que nous sommes un. Quand le Rwanda a eu besoin des gens, déjà dès 1973, le Sénégal a accueilli des étudiants rwandais. Au profit plus fort de la crise, quand la Minoire a décidé de partir, des soldats sénégalais et ghanéens ont refusé de partir en ne laissant pas leurs frères dans cette situation. Et je crois que faire revivre cette histoire, que les plus jeunes le sachent, qu'on sache que, voilà, même si les Onusiens ont décidé de partir, des frères africains ont voulu rester pour aider leurs autres frères d'ici. Ejotaï, un message pour l'intégration africaine, un message pour la culture africaine, les arts africains. Une date de sortie? Très prochainement, on va dire, peut-être ce sera au mois de juin. Au mois de juin prochain. On vous prend au mot, hein? Oui. En fait, il faudrait bien qu'il soit vu ici, parce que j'ai l'habitude de dire que, par exemple, le génocide, c'est une histoire sénégalaise aussi, parce qu'on est tellement impliqué là-dedans, au-delà du capitaine Mbaye Diagne. Vous savez que le tribunal pénal pour le Rwanda, à Arusha, le président, c'était un Sénégalais, le juge Leïti Kama. Le greffier était un Sénégalais, le juge Adama Dieng. C'est vraiment une chose sénégalaise. Et je pense que le montrer ici, surtout aux plus jeunes, ce serait pour moi une pierre apportée à l'édifice de cette Union africaine que nous chantons tant. En tout cas, nous serons là en juin. Nous annoncerons la sortie du film ici sur notre plateforme à la Foire aux questions. Je t'en remercie énormément. Et Papa Lune, c'est nous qui t'en remercions en tout cas d'avoir pris le temps pour être avec nous aujourd'hui. Et bon courage et nous nous réjouissons d'avance de pouvoir regarder ce beau film. Ejotaï, sorti en juin. Restez connectés sur la Foire aux questions et suivez ce beau film avec nous. Merci beaucoup. Merci également de m'avoir invité.